en parlant de la méthode, est-ce que même souvent, les conditions d'observation ne perturbent pas le comportement de l'objet à étudier? Si, par exemple, je me propose d'étudier le comportement de l'animal, souvent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y en a qui attrapent, n'est-ce pas, l'animal est en cage, n'est-ce pas? Et donc là, on essaie, n'est-ce pas, de l'observer, d'observer un peu son comportement. Voilà, maintenant, cette observation dans des milieux ou bien dans un milieu artificiel, est-ce que quelque part, ça ne perturbe pas ce qu'on appelle le comportement de l'animal? Voilà, donc là, ça également, c'est un autre problème. Mais il y a également le problème de la vérité. Hein? La science, elle cherche la vérité, mais qu'est-ce que la vérité? Est-ce que d'une science à une autre, on a les mêmes types de vérités? Est-ce que même les vérités de la science sont des vérités qui sont définies, qui sont des vérités définitives? N'est-ce pas? Mais toutes ces questions-là que nous avons ici évoquées, ce sont des questions qui naissent de la pratique scientifique, mais qui n'ont pas été résolues par la science. Et donc, voilà véritablement ce qui pousse donc le philosophe, ou bien si vous voulez l'épistémologue, n'est-ce pas, à mener cette réflexion donc sur les théories scientifiques. Donc, nous disons que à la question donc de quel droit l'épistémologue se propose-t-il de réfléchir sur les sciences, là nous répondons tout simplement que si la science, ou bien si on sent le besoin de recourir à l'épistémologie, c'est parce que tout simplement la science pose un certain nombre de problèmes auxquels elle, n'est-ce pas, n'apporte pas de réponses. Elle pose, n'est-ce pas, des questions, des problèmes qu'elle ne résout pas. Et ce sont ces questions-là que l'épistémologue donc se propose donc de prendre en charge. Donc là, on justifie, n'est-ce pas, la question, n'est-ce pas, de pourquoi l'épistémologie. Et donc, à partir donc de là, donc, on pourrait donc proposer une définition et donc dire que l'épistémologie donc devient cette réflexion, n'est-ce pas, critique, n'est-ce pas, sur les connaissances scientifiques. Dans le vocabulaire de Lalande va dire que l'épistémologie, c'est une étude critique des hypothèses, des principes et des résultats des différentes sciences afin de déterminer leur origine logique, leur valeur et leur portée objective. Donc voilà la définition qu'on retrouve donc dans le vocabulaire technique et critique de la philosophie, donc d'André Lalande. Voilà. Maintenant, on pourrait trouver deux grandes orientations de l'épistémologie. Il y a ce qu'on appelle l'épistémologie critique et l'épistémologie constitutive. L'épistémologie critique qui étudie une science déjà achevée, ou bien une science déjà, une science particulière, et cette science, elle étudie ses principes, ses méthodes et ses vérités. Mais il y a également ce qu'on appelle l'épistémologie constitutive, qui étudie ce qu'on appelle la science, n'est-ce pas, telle qu'elle se développe, la science donc telle qu'elle évolue. Voilà, donc ce sont ces deux grandes orientations, n'est-ce pas, de l'épistémologie. Maintenant, si vous prenez le philosophe Gaston Bachelard, il dit quoi? Bachelard, il dit que l'épistémologie, n'est-ce pas, c'est cet effort de rationalité qui pourrait permettre véritablement à l'épistémologue, n'est-ce pas, de faire découvrir à l'homme de science ce qu'on appelle les obstacles épistémologiques. Qu'est-ce qu'un obstacle épistémologique? L'obstacle épistémologique, c'est tout ce qui peut freiner le développement des pensées scientifiques. Hein? Tout ce qui peut être un frein au développement de la science peut être considéré comme un obstacle épistémologique. Hein? On pourrait citer, par exemple, la religion, n'est-ce pas, les croyances donc, de toutes sortes, n'est-ce pas, et la science elle-même, n'est-ce pas, fait partie des obstacles épistémologiques. Hein? Dans ce cas de figure, ça peut poser problème, mais si, par exemple, un homme de science s'accroche à une théorie, n'est-ce pas, et prétend que cette théorie-là est une vérité définitive, donc de ce point de vue-là, donc, on peut dire que la science, n'est-ce pas, se donne comme un obstacle, n'est-ce pas, à la science. Parce que, donc là, on empêche à la science de pouvoir évoluer. Et c'est sans doute la raison pour laquelle Bachelard donc disait que l'homme de science est utile à la science dans la première moitié de sa vie et nuisible à la science dans la seconde moitié de sa vie. Hein? Dans sa première moitié, où on note chez lui ce qu'on appelle un instinct de recherche, il veut faire ses preuves, il veut découvrir,
Mais une fois qu'il découvre une théorie, et souvent la théorie porte son nom, il peut avoir tendance à préserver, n'est-ce pas, cette théorie. Et dès l'instant qu'on cherche, n'est-ce pas, à préserver et à ne pas dépasser, donc finalement on devient, n'est-ce pas, un obstacle pour le progrès scientifique. Voilà. Donc voilà ce qui justifie donc ce qu'il fallait dire à propos, n'est-ce pas, du point 1. Donc pourquoi et qu'est-ce que l'épistémologie. Maintenant, nous en venons au point 2. Qu'est-ce que la science? Voilà. Donc cette question-là, la question qu'est-ce que la science, c'est une question qui, à mon avis, relève d'une préoccupation théorique peu aisée. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est a priori difficile de définir la science. La science, dit-on, est une foule de questions et jamais personne ne connaît toutes les réponses. Pourquoi? Parce qu'on a des scientifiques, n'est-ce pas? On a des sciences, on a un peu, n'est-ce pas, une pluralité, n'est-ce pas, d'objets à étudier et une pluralité, n'est-ce pas, des méthodes. Un biologiste est un scientifique, mais il n'est pas un historien. L'historien est un scientifique, mais il n'est pas un physicien. Le physicien est un scientifique, mais il n'est pas un sociologue. Donc il y a ici en science ce qu'on appelle la spécialisation. Voilà. Donc c'est pourquoi donc, je dis qu'il y a des questions que se pose la science, mais auxquelles tous les scientifiques ne sont pas en mesure de répondre. Voilà, donc la science est une foule de questions et jamais personne ne connaît toutes les réponses. Voilà, donc elle se caractérise par une pluralité, n'est-ce pas, d'objets, n'est-ce pas, et de méthodes. Voilà. Mais on peut quand même s'entendre pour dire que la science est un ensemble de connaissances, n'est-ce pas, rationnelles, méthodiques et objectives. Donc un ensemble de connaissances et de recherches, n'est-ce pas, qui sont rationnelles, méthodiques, mais également qui sont objectives. Et parce qu'elles sont rationnelles, méthodiques et objectives, donc une science, ou bien les sciences se distinguent, n'est-ce pas, des mythes, de la magie, de la religion, n'est-ce pas, des opinions, n'est-ce pas, qui sont considérées comme étant des connaissances subjectives. Hein? D'ailleurs, en parlant de mythes, de magie, n'est-ce pas, de religion, ces connaissances-là, on les appelle les premières approches du réel. Pourquoi première approche du réel? Parce que ce sont les premières formes, n'est-ce pas, de connaissances. Ça veut dire qu'avant même l'avènement de la science, les hommes ont d'abord fait recours, n'est-ce pas, au mythe, ils ont fait recours à la magie, ils ont fait recours un peu à la religion pour expliquer un peu le monde. La science a connu une apparition tardive. On peut dire que les seules sciences qui ont existé depuis l'Antiquité, c'était les mathématiques, n'est-ce pas? Mais la physique est née au XVIIe siècle, la chimie au XVIIIe siècle, la biologie au XIXe siècle et les sciences humaines se sont développées à partir du XXIe siècle. Ce qui veut donc dire quoi? Ce qui veut dire donc que les sciences ont connu une apparition récente, n'est-ce pas? Mais l'homme n'a pas attendu l'avènement de la science pour expliquer le monde. Les hommes ont déjà fait recours à d'autres formes d'explication. Mais ces autres formes d'explication qui ont dépassé la science, donc ce sont des connaissances donc, qui sont tout à fait subjectives. Hein, des connaissances qui sont tout à fait particulières. Or, la science, elle se veut objective. Et quand nous disons que la science objective, c'est parce que tout simplement, l'homme de science, dans le souci, n'est-ce pas, de rendre compte, hein, lorsqu'il se propose donc de rendre compte de la réalité, il le fait sans adjonction aucune. Et ça, c'est dans le principe. L'homme de science cherche à rendre compte de la réalité sans adjonction aucune, sans y projeter ses sentiments, ses états d'âme, ses émotions. Hein? Il doit s'en tenir simplement aux faits, hein? Qu'il essaie, n'est-ce pas, d'expliquer, mais il ne doit pas projeter sur l'objet, n'est-ce pas, ses sentiments. Voilà. Quand, par exemple, aujourd'hui, quand je dis il fait chaud, ce n'est pas scientifique. Hein? Mais quand je vous dis il fait 35 degrés, après vérification, on voit le thermomètre avec la mesure. Donc là, au moins, on peut dire que c'est objectif. Mais quand je dis il fait chaud, ça, c'est moi qui ai chaud. L'autre, il peut ne pas avoir chaud, il peut tout simplement avoir froid. Hein? Donc tout ça, ça peut
renvoyer à mon état de santé, ça peut renvoyer un peu à ce qu'on appelle ces états d'âme, ces émotions. Voilà, donc la science, elle est objective. Donc, déjà dans le mot objectivité, il y a objet. Donc, rendre compte objet, sans projeter sur l'objet ses émotions, ses sentiments. La science, elle est objective aussi parce qu'elle est universelle. La vérité scientifique, c'est une vérité qui est acceptée par ce qu'on appelle les esprits compétents. C'est-à-dire que c'est la communauté scientifique, n'est-ce pas, qui est d'accord, mais un accord qui n'est pas un accord arbitraire. Parce qu'il ne faut pas confondre l'accord de l'homme de science, l'accord des hommes de science et ce qu'on appelle les autres formes d'accord qui sont tout à fait arbitraires. On peut être d'accord sur quelque chose par la coutume, la tradition, mais ici, l'accord que nous avons en science, c'est un accord qui repose un peu sur des méthodes, n'est-ce pas, de vérification bien définies. Voilà, donc la science, elle est objective. La science, elle est rationnelle. Quand on dit qu'un discours est rationnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un discours qui se fonde sur la raison. L'homme de science ne peut s'exprimer qu'en fonction de ce que la raison est en mesure de démontrer. Donc là, il procède, n'est-ce pas, par la démonstration. Il fait ce qu'on appelle de l'expérience. Donc c'est la raison qui construit, n'est-ce pas, la connaissance. Voilà. Il y en a qui prétendent détenir la connaissance simplement parce qu'ils ont reçu une inspiration divine. Mais l'homme de science, lui, c'est quelqu'un qui construit, n'est-ce pas, qui construit donc la connaissance. Et donc, cette connaissance-là, elle repose sur la raison. C'est pourquoi on dit que le discours est un discours qui est ratio, un discours qui est rationnel. La science, donc, elle est méthodique. Quand on dit qu'elle est méthodique, il y a donc ici la méthode. Qu'est-ce que la méthode? La méthode, c'est l'ensemble des moyens qui sont mis en œuvre par l'homme de science pour arriver au résultat escompté. Voilà. Maintenant, ces méthodes-là peuvent varier d'une science à une autre. Voilà. Donc, il y a des procédés qui sont appliqués pour arriver à un résultat. Donc, on fait recours à une méthode. On se propose de rendre compte de l'objet sans projeter sur cet objet-là ses sentiments, ses émotions, ses états d'âme. Mais on parle, n'est-ce pas, de l'objet tel qu'il est, dans le principe. Mais également, ce discours-là est un discours qui repose, n'est-ce pas, un discours qui repose sur la raison. Voilà, donc, connaissance rationnelle, méthodique, objective.